a postulé à l'incubateur du Philantrolab grâce aux recommandations d'un mécène initialement qui m'a dit « il y a une masterclass au Philantrolab, ce serait bien d'y aller ». Et à la fin de cette masterclass où je me suis rendue, j'ai fait la rencontre d'une des incubées qui m'a dit « s'il y a une chose à faire, c'est postuler à l'incubateur ». Ma volonté d'intégrer l'incubateur, c'est un post LinkedIn où justement j'ai eu vraiment l'impression qu'il y avait tous les outils qui étaient mis en place pour pouvoir faire grandir une association, d'avoir des outils concrets, d'avoir des personnes autour de nous qui allaient pouvoir nous montrer la voie pour pouvoir avoir justement un impact plus conséquent auprès de nos bénéficiaires. J'avais vraiment le besoin de me poser pour structurer l'association et lui donner toutes ses chances de la pérennité dans le temps. Je connais des incubateurs de l'univers entrepreneurial, on va dire classique, mais dans le cadre de l'associatif, non. C'est que c'est un incubateur philanthropique, donc ça nous a beaucoup intéressés, que ce soit un incubateur que pour des associations ou des fondations. Le Philantrolab répond à une question d'accompagnement beaucoup plus globale, avec les intervenants effectivement experts, avec ces rencontres inspirantes et ces masterclass. C'est de se dire, ah ouais, dans un même lieu, on va rencontrer d'autres interlocuteurs, des associations, des fonds de dotation, des fondations. Pour moi, l'avenir de la philanthropie il passe par là, par cette capacité à connecter ensemble des organisations qui ont des fonctionnements différents, des angles de vue différents, et qui s'adressent au même sujet. Moi, j'avais besoin de reprendre ma place en tant que dirigeante associative, d'avoir toutes les bonnes pratiques pour pouvoir mener à bien les objectifs qu'on avait avec notre association et également de pouvoir fédérer un maximum autour de notre sujet. Et le Philantrolab était le meilleur endroit. Mon ressenti, c'est que je me sens vraiment beaucoup plus légitime aujourd'hui à continuer cette association. Donc je me sens beaucoup plus sécurisée et j'ai les outils et j'ai la méthode aujourd'hui pour développer ce projet. Après ces 10 mois, je dirais déjà merci. J'ai rencontré énormément de professionnels, aguerris évidemment au sujet de l'ESS. Et grâce à eux, je repars avec un acquis théorique qui est énorme. Donc ça m'a permis déjà de mettre au clair ma posture, ma position. Je me sens plus apaisée, parce que probablement plus confiante, quelque chose de plus solide, de plus robuste. Ça m'a aussi permis de me remettre en question dans mon rôle de dirigeante d'association. À travers certains enseignements, j'allais pas droit dans le mur. C'était assez correct et aligné. Pour l'association, c'est un grand apport. J'ai tous les outils, que ce soit juridique, marketing, qui me permettent maintenant de construire un projet ficelé. Le Philantrolab m'a donné tous les outils pour comprendre l'écosystème de la philanthropie et toutes les règles juridiques, financières, crowdfunding, communication que j'ignorais totalement parce que c'était pas du tout mon domaine de compétences. En un an, j'ai l'impression d'avoir appris ce que j'aurais mis 3 ou 4 ans à apprendre en fait. Donc c'est une grande chance de le faire au tout début de la création de l'association. Ça a été riche en conseils, riche en informations et puis peut-être plus de professionnalisme dans la façon de parler de mon projet. J'ai eu des très belles rencontres au Philantrolab, parmi les incubés, parmi les partenaires. Et je suis sûr qu'il y a encore de belles rencontres qui sont à venir grâce à cet accompagnement au Philantrolab. Ça a répondu même au-delà de mes attentes. Donc vraiment, on repart tous super heureux en fait d'avoir vécu cette expérience parce qu'on repart avec même des objectifs qui vont au-delà de ce qu'on s'était fixé en arrivant au Philantrolab. Donc c'est hyper positif. Passion. La générosité. Pertinent. Engagé. Guide bienveillant. Précieux. Créateur d'opportunités. Hétéroclite. De grande qualité. Robustesse. Le souvenir que je garde en premier, c'est le premier jour. En fait, le premier jour, c'est un peu comme une rentrée des classes où on découvre les projets des autres, où on se dit « Waouh, j'ai tellement envie de bosser avec un tel. » Et vraiment, ce premier jour, cette découverte et même de voir en fait les lieux dans lesquels on va être pendant plusieurs mois, il y a quelque chose de très émotionnel en fait sur cette journée-là. Et même d'y repenser et de se dire que c'est la fin en fait qui est en train d'arriver, ouais, un petit peu d'émotion. Et moi, j'ai reçu une vidéo d'un des incubés qui m'a profondément touchée. J'avais plein de doutes sur moi et en quelques mots, il a réussi à transformer ma confiance pour le reste de l'année, peut-être même pour toujours.
C'était le premier coaching de groupe où en fait on avait justement, on devait dessiner ce qu'on représentait, qui on était, etc. Puis de mettre ça aussi après en parallèle avec notre travail associatif et le présenter aux autres. Parce qu'au final, on se rend compte que les autres ont certaines idées par rapport à ce qu'on défend, ce qu'on met en avant, etc. Et de confronter en fait cette image perçue et l'image qu'on a de nous-mêmes. Ça nous a tous bousculés. On est ressortis du coaching vraiment en se disant, en fait, on se connaît peu en fait au final. Moi, ce qui m'a le plus plu cette année, c'est vraiment vous, hein, c'est vraiment l'équipe derrière les programmes, derrière l'incubateur, l'accélérateur, tout ce que vous avez mis en place pour nous permettre à nous, finalement, en tant qu'asso, de grandir, de repartir de cette expérience avec plein de billes, de matières qui vont nous permettre d'aller encore plus loin dans ce qu'on fait, donc d'accompagner encore plus efficacement les personnes qu'on accompagne. Expérience transformatrice. Constructif. Créateur de liens. Court et riche. Performant. Valorisant. Exigence. Reboostant. Intense. Cadeau. Bonjour à tous. Après ça, je crois que j'ai plus rien à dire, puisque ce film a parfaitement résumé les objectifs du Philanthrope et surtout du programme d'incubation du Philanthrope. Et en tous les cas, avant de remercier plein de monde, je voudrais remercier Olivier Lorangeois, Sandrine Nazos et toute l'équipe qui ont œuvré et qui œuvrent depuis chaque année pour que cette exigence et la vision que nous avons voulu développer avec mon épouse Karine, qui est ici au premier rang, soit respectée dans l'exigence, parce que ce programme d'incubation, c'est un programme qui est difficile, parce que la contrepartie du programme, c'est qu'on demande aux causes d'être très sérieuses et de bosser. Et je dois dire qu'en 5 ans, puisque c'est la 5e année, puisque le programme a été lancé avant même l'inauguration officielle du Philanthrope, en 5 ans, il y a eu une seule association qui a été virée au milieu parce qu'ils voulaient juste des bureaux gratuits, en fait. Et alors que nous, on voulait les aider à se développer. Et lorsque je vois le gain de confiance, le sérieux avec lequel les associations qui ont été sélectionnées ont travaillé cette année, eh bien, je suis vraiment très fier de vous. Et c'est moi qui vous remercie. Parce que lorsque nous avons voulu créer le Philanthrope, on est parti d'un constat simple. D'abord de deux postulats. Un, donner en meilleur. Et deuxièmement, toutes les causes sont bonnes. Et nous n'avons pas jamais voulu faire de hiérarchie entre les causes. On les a toutes traitées pareil, et je pense que vous l'avez tous et toutes ressenti. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir, applaudir, mettre à l'honneur 10 lauréats de cette 5e promotion, 10 causes, 10 projets, 10 personnalités que vous avez déjà découverts dans le petit film. Et je les remercie pour leur engagement, leur enthousiasme à faire bouger les lignes et apporter du positif dans notre société. Lorsqu'on regarde les fils d'information en continu, on peut vraiment se tirer une balle à la fin de l'année, quoi, tellement il n'y a que des mauvaises nouvelles. Et nous, on est persuadés que le positif, l'action, c'est ce qui fait sens dans une société et c'est ce qui fait sens dans une civilisation. Et on est aussi persuadés avec mon épouse que, comme l'État ne peut pas tout faire, chacun d'entre nous à notre niveau, on doit faire le max. C'est à notre niveau ce qu'on essaie de faire, et c'est pour ça que nous avons voulu créer le Philanthrope. D'ailleurs, j'ai eu un rendez-vous qui m'a un peu angoissé cet après-midi, parce que il y avait la ministre des Solidarités, Sarah El Haïry, qui m'avait demandé un rendez-vous, et je voulais voir pourquoi, donc je suis allé. Elle m'a dit, j'adorerais pouvoir développer le Philanthrope partout. Je fais, alors là, je peux pas. Là, je peux pas. Mais je peux te donner des trucs pour qu'effectivement le Philanthrope essaime un peu partout en région et évidemment à l'international. Donc, merci aux causes. On va les présenter plus en détail tout à l'heure. Mais
l'égalité des chances, la réussite scolaire, l'insertion professionnelle, le patrimoine, l'artisanat, le handicap, la neurodiversité, l'inclusivité par le sport ou la danse, la citoyenneté, l'environnement, la santé, la place des femmes, la défense des droits LGBT. Tout ça, ce sont les causes qui se sont rencontrées au cours de cette année, qui ont appris à se connaître et qui ont, je l'espère, progressé. En tous les cas, de ce que j'ai vu, elles ont au moins le sentiment d'avoir progressé. Et chacun d'entre vous avait un projet unique que vous avez développé avec passion, avec conviction. Et on voit que faire ensemble, ça permet de transcender des clivages et ça permet d'avoir des petites victoires. Et parfois, les petites victoires font des grandes victoires parce que ça transforme la société. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à la ministre. Je lui dis, mais tu sais, le Philantrolab, on l'a fait low-key, on l'a fait dans notre coin. On n'a pas voulu expliquer qu'on allait changer des choses. Mais là, c'est la 5e promotion. Ça fait 50 causes qui sont passées par là. On est à la 3e, je crois, du programme d'accélérateur. Et au bout de 10 ans, 15 ans, tu auras 200 ou 250 associations qui seront passées par là, qui auront progressé. Certaines auront raté, mais elles auront au moins essayé. Et certaines auront réussi et auront essaimé dans la société française et auront rendu notre société un peu plus, on va dire solidaire. Et en tous les cas, ouverte sur l'autre. Et c'est évidemment un de nos objectifs. Parce que il y a le don d'argent, il y a le don du temps, il y a le don de la compétence. Et au Philantrolab, on essaye de dire que on a besoin de tout ça pour que la mayonnaise prenne et que cela fonctionne. Donc, c'est bonne volonté. Et je répète, il y a l'argent, c'est très important, mais ceux qui ont donné aussi du temps sont très très importants. Et ceux qui ont donné leur savoir, c'est très important, parce que vous ne m'avez pas vu dans ces séances parce que moi j'ai essayé de gagner l'argent pour pouvoir continuer à payer. Donc je tiens à exprimer notre gratitude à celles et ceux qui rendent ce programme possible, car sans leur engagement, l'incubateur n'existerait pas, ou en tous les cas ne serait au moins pas aussi efficace. Donc merci à nos mécènes qui ont rejoint cette ambition. Donc à la Société Générale, merci Jean-Luca, et tu remercieras Mathieu et toute l'équipe pour votre soutien, qui est des grands mécènes du Philantrolab et soutien historique du programme d'incubation. Merci au Fonds Gabriel, qui est grand mécène de l'incubateur. Merci à toi, cher Patrick, pour ta confiance et ton engagement. Merci à nos amis de L'Oréal, Jean-Claude, Anne-Laure, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais Sandrine, pour votre présence à nos côtés, et pour témoigner de l'engagement de L'Oréal aux côtés de ce programme d'incubation qui est si important, et ainsi que nos amis d'Indosuez Wealth Management, Jacques Prost, Pascal, pour leur accompagnement fidèle. Au jury, ils sont très sérieux, parce que en fait, il faut savoir qu'avant d'arriver là, avant de rentrer, il y a eu comme un examen, parce qu'il y avait 80 causes. Il y a en gros chaque année entre 80 et 100 causes qui postulent pour être incubées et formées au sein du Philantrolab. Et pour des raisons d'organisation et pour bien faire le travail, on ne peut en choisir que 10. Donc déjà, les causes ont fait un effort pour pouvoir rentrer. Et ensuite, on fait un deuxième effort pour justement progresser et faire rayonner l'association de leur cœur, en fait. Et pour cela, je voudrais également remercier nos partenaires experts, ceux qui ont offert leur temps et leurs compétences et qui nous permettent de proposer un programme de qualité, parce que ce que je sais au moins, c'est que le programme d'incubation, ce ne sont pas des vacances quand vous venez ici, c'est du vrai boulot. Donc je ne vais pas pouvoir nommer tous les experts, mais chacun compte à nos yeux, et je vous invite à les découvrir derrière moi et à les applaudir parce qu'ils sont assez nombreux en fait. Voilà. Merci à ceux que j'aperçois, la fondation Alpha Omega, Cause, WeBoard, l'Institut IDEAS, Telos Impact, et à tous ceux qui œuvrent bien sûr pour que ce programme soit de la qualité que nous exigeons
car dans mon groupe, la première des valeurs, c'est l'excellence. Et donc, on a voulu que dans la philanthropie, il y ait aussi de l'excellence. Donc, c'est grâce à eux que vous avez l'excellence de ce programme. Un remerciement tout particulier aux coachs qui accompagnent individuellement les lauréats. On se croirait dans The Voice, en fait, parce qu'il y a les coachs, etc., etc. Donc, Romain Ferré, qui est coach vocal, Béatrice Melin, qui est coach exécutive, et Christelle Galpin. Voilà. Merci, chère Christelle, pour ton accompagnement fidèle et précieux, parce que tu es vraiment une colonne vertébrale de ce projet de l'incubateur. Et ouais, voilà, on peut la... Et évidemment, merci à toute l'équipe du Philanthro-Lab. J'ai cité tout à l'heure Olivia, je la remercie vraiment parce qu'elle fait un travail formidable au jour le jour pour que ce lieu soit fort, ce lieu rayonne, le fait avec discrétion, mais avec énormément de professionnalisme et d'exigence, parce que aussi l'exigence, c'est un petit peu ce qui me caractérise, mes collaborateurs sont bien payés pour le savoir, et donc cette exigence et cette qualité, je la retrouve au Philanthro-Lab. Je suis très fier de votre travail, ainsi que celui de votre équipe. Merci à Sandrine également. Donc voilà, vous pouvez vraiment les féliciter. Alors, un dernier point pour que ceux qui savent pas exactement ce que c'est que ce programme, c'était 10 mois de travail, 2 jours par semaine au Philanthro-Lab obligatoire, dans un rythme très soutenu de formation, d'ateliers, de masterclass, de permanence conseil, de sessions de coaching individuel, évidemment totalement gratuit pour les incuber, tout en continuant à porter votre projet, à travailler pour ceux qui travaillent en même temps sur une autre activité professionnelle, à s'occuper aussi de vos familles, pour également réinterroger vos certitudes, votre stratégie, votre positionnement, challenger votre modèle économique, parce qu'à la fin de l'histoire, une association, c'est aussi un modèle économique, parce que s'il n'y a pas d'argent et si on ne peut pas continuer à travailler, ça s'arrête tout simplement. Et évidemment, pour apprendre les fondamentaux, parce que quand on lance une association, c'est généralement le cœur qui nous fait lancer une association. Et puis ensuite, on découvre toutes les embûches et toutes les galères de la vie associative et du lancement d'un projet. Et cela, c'est vrai que c'est ce qu'on appréhende le moins quand on veut lancer un projet, parce que le cœur a parlé, et ensuite on découvre la vraie vie. Et ce que je dis souvent, je le disais à une journaliste tout à l'heure, je lui dis, vous allez lancer une association, vous êtes journaliste, tout le monde vous connaît. Bon, une fois que vous aurez ennuyé votre famille avec votre cause, vous aurez tapé tous vos copains, vous en aurez perdu la moitié, le travail va vraiment commencer. Et c'est ça votre chemin, et c'est pour ça que nous avons créé et le Philanthro-Lab et le programme d'incubation du Philanthro-Lab, justement pour vous aider à parcourir ce chemin dans des moments qui sont très stratégiques, parce que une association, c'est comme une entreprise. C'est au moment où ça démarre que ça peut se jouer, parce qu'ensuite on peut un peu pivoter. Mais il ne faut pas rater le départ, parce que c'est extrêmement décourageant. C'est d'autant plus décourageant que quand on veut faire le bien, on part vraiment, c'est le cœur qui parle. Et quand on voit que c'est dur, on se dit, mais waouh, je suis vraiment seul, quoi. Et donc, non, vous n'êtes pas seul. Nous sommes là à vos côtés. Nos mécènes sont là à vos côtés. Vos profs du Philanthro-Lab, vos coachs sont là à vos côtés. Et on espère que vous allez continuer longtemps, que vous allez réussir et que vous allez devenir des très très grandes causes qui vont améliorer la société française. Et je le répète, aujourd'hui, c'est Karine, mon épouse, et moi qui vous remercions. Christelle. Donc. Merci Philippe. Colonne vertébrale, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une jolie attention. Merci. On va passer sur la présentation à vous tous de ces 10 porteuses et porteurs de projets. C'est un moment intense pour tout le monde, pour eux, pour vous, j'espère, pour nous aussi, parce que c'est une année qui se termine.
Alors dans cette célébration, pour ces 10 porteuses et porteurs de projets que je regarde et qui sont là dans les starting blocks, ils vont venir présenter devant vous leurs projets, mais pas que. Moi, j'aime bien souligner qu'ils viennent aussi présenter devant vous leurs ambitions, leur vision d'un monde meilleur, comme l'a dit Philippe. Ils sont là pour une très bonne raison, pour une bonne cause. Mais c'est aussi leur audace de ne pas accepter le statu quo. Parce qu'en fait, quand on intègre le Philanthrolab, on a envie de faire bouger les lignes et on a envie surtout de se donner les moyens de le faire. Donc j'espère que vous allez pouvoir les écouter avec ce prisme et écouter ce qu'ils ont envie de changer dans ce monde d'aujourd'hui. Et dans une rencontre, il y a toujours deux parties. Donc vous, l'audience, vous allez être assis à les écouter, à ressentir, j'espère, des émotions. Et eux, sur scène, auront beaucoup d'émotions à partager leurs projets. Mais j'aimerais que vous les accueilliez aussi avec beaucoup de bienveillance, parce qu'on dit intense, mais effectivement, cette fin d'année, elle est difficile. Et il y a une chose que je partage avec Philippe, c'est l'exigence. Quand on s'engage de côté des partenaires du Philanthrolab, on a envie d'avoir cette exigence. Et moi, l'exigence aujourd'hui, j'ai envie de la partager avec vous, avec quelques lignes de ce livre qui s'appelle « La rencontre » de Charles Pépin, et qui, je crois, décrit beaucoup ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et ce qu'ils ont fait pendant 10 mois, et vont continuer de faire. Si vous me permettez, je vous lis ces quelques lignes. Nous avons parfois le sentiment, à l'adolescence notamment, lorsque nous débordons de vie et d'aspirations diverses, d'un quotidien sans relief, en deçà de nos attentes, d'une succession de jours monotones. Mais voilà que surgit l'amitié ou l'amour et cette impression d'ennui se dissipe aussitôt. La vie devient d'un coup excitante, palpitante. Nous sortons de nous-mêmes, nous existons enfin intensément. Sartre définit l'existence humaine comme projet, au sens étymologique, du latin pro qui signifie devant, en avant, et jarcho, jeter, lancer. L'existence, c'est être sans cesse jeté devant soi, hors de soi. Et la rencontre est cet événement qui, par excellence, me jette devant moi, m'invite à sortir de moi pour m'engager dans l'avenir, dans le monde, pour devenir et non simplement être. Rencontrer quelqu'un nous donne cette impression d'exister plus intensément, parce que nous nous y retrouvons, ce qui est le mouvement même d'une existence humaine, ce qui la distingue, d'après Sartre, d'une vie animale. Pour expérimenter le vertige de cette liberté, il faut sortir de soi, agir, s'inventer, se réinventer, ne jamais se laisser définir par une conception factice de notre être ou une essence, je mets les guillemets, supposée, qu'elle soit génétique, sociale ou sexuelle. C'est à cela que nous invitent les rencontres. En nous étonnant sur nous-mêmes, en nous poussant à aller au-delà de nous-mêmes, elles nous permettent de mesurer que nous ne sommes pas ce que nous croyons être. Nous sommes bien plus libres que nous le pensions. Chaque rencontre nous rappelle que nous ne sommes pas, mais devenons sans cesse. Lorsque le monde de l'autre nous fascine, que soudain le trouble nous prend au cœur même de notre identité, ou que l'évidence du projet commun emporte notre enthousiasme, que nous nous sentons pousser des ailes, pris par le désir d'agir, nous existons. Exister, c'est sortir de là où on se trouvait, être hors de soi, projeté en avant, vers l'autre. Alors j'espère que ces quelques lignes vont vous aider à vous projeter vers eux, parce que je vous garantis que eux vont se projeter vers vous. Chers inculés, on y va. Agnès. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Je m'appelle Agnès et avec Stéphanie Aubagny, on a cofondé l'association Ikigai. Et ce soir, je me propose de parler d'un pays pas tout à fait comme les autres. Ce pays n'existe sur aucune carte. Pourtant, on y compte 700 000 habitants. Parmi eux, 100 000 sont des enfants. Ce territoire, je l'ai découvert grâce à Arthur et ses parents. Arthur avait des petites habitudes. Il n'aimait manger que sous la table et uniquement des poissons panés. Vous savez, ceux de la marque qui commence par un S. Et puis, il y a eu Nassima, la maman d'Adam, qui était désespérée de trouver un être majeur qui sache apprendre à nager à son enfant. Elle venait de lire une étude américaine glaçante, la première cause de mortalité chez ces enfants qui sont très attirés par l'eau et la noyade. Et puis, je me souviens du début de l'aventure, c'est Bunny, où Alice venait d'avoir peut-être ses 8 ans et où elle, passant par la boulangerie, faisait de faire remarquer à la boulangère cette espèce de bouton crémoche qu'elle avait sur le nez. Bon, vous l'aurez compris, ce pays n'existe pas. En revanche, les habitants, eux, sont bien là. Et ce sont ces enfants ayant un TSA, un trouble du spectre de l'autisme, que nous avons choisi d'accompagner. En 8 ans, nous avons soutenu près de 1200 familles. Nous avons conçu et animé des dizaines de formations pour tous les professionnels de l'éducation. Et nous avons créé des outils innovants. Notre web série Tout s'arrange cumule à ce jour plus de 100 000 vues sur YouTube. Bon, et demain? Demain, on a envie d'aller plus loin, plus fort, accompagner plus de familles, plus de professionnels de l'éducation, plus de maîtres nageurs, plus d'animateurs de loisirs, plus que d'enfants. Tout en écoutant et en respectant le besoin exprimé par ses parents. Car ces parents sont comme tous les autres parents. Ils souhaitent voir grandir leurs enfants sereinement. Que les enfants soient heureux et surtout en bonne santé. Mais la bonne santé, moi je ne sais pas ce que c'est. En revanche, j'ai été chercher la définition exacte que donne l'OMS. Je vous l'ai dit. La santé, ce n'est pas une absence de maladie ou d'infirmité, mais c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Eh bien, c'est ce qu'on a fait chez Ikigai. On a réuni ces 3 dimensions de la santé dans un seul et même programme. Le programme s'appelle « Bien dans son assiette, bien dans ses baskets, bien avec soi et avec les autres ». Alors, vous l'aurez compris, bien dans son assiette, bien c'est pour Arthur et tous ses camarades, pour les aider à élargir un peu leur palette alimentaire, découvrir le plaisir de manger et vivre des repas un peu plus sereinement. Bien dans ses baskets, c'est pour tous les clubs sportifs, pour qu'ils soient plus accueillants, plus adaptés, plus autistes ramenés. Et puis, bien avec soi et avec les autres, ce sont des outils pour aider à mieux se comprendre, mieux se connaître, mieux se relier aux autres. Aujourd'hui, lundi 2 juin, je vous propose d'être ambassadeur. Ambassadeur de ce pays, certes, pas tout à fait comme les autres, parfois dégoûtant, mais où la différence peut devenir une vraie richesse. Ambassadeur de l'autistan. Ça le tente, on a déjà des carnets vides de grâce. Je vous propose que nous écrivions ensemble cette lettre d'émission pour que chacun de ces enfants puisse trouver sa place, son équilibre, sa raison d'être.
trouver son ikigai. Je vous remercie. Merci Agnès. Mariam, Al-Fatfou. Bonjour à tous et à tous. Février 2014. Je m'apprête à devenir maman pour la première fois. Pendant mon congé maternité, je vais tomber sur le journal de 13h à l'époque animé par Alice Doucet. Pendant une semaine, on va suivre une classe de 3e en Seine-Saint-Denis. Et on va y faire la rencontre du Bakary. Bakary, son truc, c'est démonter et remonter des ordinateurs. Il se voit comme étant le prochain Bill Gates, l'en parle partout et tout le temps. Arrive le conseil de classe de fin de 3e, et contre toute attente, Bakary est orienté au BEP chauffagiste. Je me souviendrai toute ma vie son regard. Quelque chose s'est éteint à ce moment-là. Au même moment, les larmes coulaient sur mon visage. Les rageux diront que c'était les hormones de grossesse que moi je savais. En l'espace de quelques secondes, je me suis retrouvée propulsée 15 ans en arrière, en 3e 4, au collège Pabonneruda à Grigny. J'y ai revu Demba, Walid, Ludivine, à qui on avait coupé les jambes de la même façon. Je me suis revue lors de ma première expérience professionnelle où, entourée de collègues sortant des meilleures écoles de commerce et d'ingénieurs, on me demandait comment une meuf de banlieue, issue d'une fac de banlieue, pouvait travailler à leur côté. Je vous raconte pas le syndrome de l'imposteur que je me suis coltiné pendant des années. 100 000 jeunes quittent chaque année le système scolaire sans être diplômés. Seul un étudiant sur 10 est enfant d'ouvrier. Il y a consensus pour dire que ces chiffres sont problématiques. Et je suis certaine que dans cette salle, vous connaissez tous un ami, un frère, un voisin à qui il est arrivé la même chose. C'est pour toutes ces raisons que j'ai créé The Good Choice. Chez The Good Choice, on prévient le décrochage scolaire des jeunes issus des quartiers populaires et des zones rurales en utilisant l'engagement citoyen. On accompagne les jeunes à créer des projets à impact au sein de leur quartier ou de leur village en s'appuyant sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Notre mission, c'est de leur redonner confiance et pouvoir d'action afin qu'ils se rendent compte qu'ils sont des pépites, qu'ils ont leur place dans la société et qu'ils seront légitimes à apporter les solutions de demain. The Good Choice, c'est Sarah qui, avec ses amis, ont créé une application qui lutte contre le harcèlement. C'est Léa qui a organisé avec ses amis également le premier cours de danse afro dans un EHPAD. Ou encore Samy qui a organisé une banque de plantes solidaires en partenariat avec un centre d'aide au travail pour personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, il a orienté ses études pour devenir éducateur spécialisé. The Good Choice, c'est aussi des visites d'entreprise avec des partenaires comme Publicis ou Deloitte. Ce sont des masterclass inspirantes avec des rôles modèles qui ne sont pas nécessairement nés sous la bonne étoile, mais qui apportent beaucoup de choses à nos jeunes. Ou encore, ce sont des voyages éducatifs que l'on organise, comme ce voyage à Copenhague cet été avec un groupe de jeunes filles. En 2024, on a accompagné plus de 1000 jeunes. Et on a pour ambition d'en accompagner plus de 2000 en 2025. Mais pour ça, on a besoin de vous. On a besoin de bénévoles qui vont nous accompagner dans nos projets Perfou. On a besoin de mentors qui vont être aux côtés de nos jeunes lorsqu'ils créent leurs projets. Et on a besoin de sous, bien sûr, pour pouvoir pérenniser nos actions et faire en sorte d'aller encore plus loin. Mais ça, je suis prête à en parler tout à l'heure lors du cocktail, si vous me plaît. Je suis convaincue que tous ensemble, on peut changer les choses. Pour faire en sorte que les Demba, Walid, Ludivine, Bakary puissent avoir les mêmes chances que les autres. Et faire en sorte également que plus aucun rêve ne meure dans un conseil de classe. Merci.
Merci Mariam. Magali, on y va? Bonjour à toutes et tous, merci d'être là. Je m'appelle Magali, je suis médecin, affiliatrice et fondatrice de l'association Soignants des îles. J'ai une trentaine d'expériences en médecine générale, médecine d'urgence, médecin pompier, médecin catastrophe et même soins palliatifs à domicile. Et au moment du Covid, j'ai vécu une bascule, j'étais au bord de l'épuisement. Alors j'ai décidé de réaliser mon rêve d'enfance. C'était de faire le tour du monde avec un voilier médical. Mais j'ai décidé de le faire pas n'importe comment. Avec toutes ces années, j'avais vu mes confrères, mes consoeurs, les infirmières de plus en plus pétiller et je me suis dit, on va préparer un bateau ensemble, on va partir avec des soignants, rencontrer les soignants du bout du monde. Donc je vais vous parler d'une communauté silencieuse de ces soignants du bout du monde qui sont invisibles et souvent oubliés. L'avancée de ces territoires magnifiques, dits paradisiaques, est très difficile. La densité médicale est très inférieure de celle des Hexagone. Les pathologies sont grimpantes, l'obésité, le diabète, les addictions, et l'accès aux soins difficile. Les soignants sont très peu nombreux, ne sont pas remplacés et ont beaucoup de mal à travailler en équipe, qui se sont seuls, même pour les urgences. Alors, en 2 ans, on a essayé de se dire, on va créer cette association Soignants Obésés. Quoi faire? Eh bien, pour créer une communauté de soignants qui se soutient à travers le monde entier. Créer une chaîne, créer un pont, une passerelle entre ces soignants d'ici et d'ailleurs, pour qu'on se sente accompagnés et que ceux d'ici, ils trouvent aussi des énergies qui n'ont peut-être plus ici. Nous sommes partis et en 2 ans, nous avons traversé avec des soignants et d'autres non-soignants l'océan Atlantique, l'océan Pacifique. Et nous avons rencontré plus de 100 personnels de santé dans 33 îles différentes. Alors pour vous dire, il y en a 100 témoignages, ce serait énorme, mais je peux vous citer Winston, par exemple, dans les Carrés, qui est seul médecin pour 5000 habitants avec 2 infirmières. Ou Loretta, qui est agente technique de santé à Aratika, et hyperbélé comme tout, n'a pas son bac, qui pourtant suture elle-même des plaies de requins délabrés et participe aux accouchements seule. Ou encore Porelli, infirmière depuis 20 ans dans la grande mecque de la plongée à Tracanova, touristique très connue, qui, elle, va tous les matins visiter les patients âgés seuls et pauvres. C'est ça la réalité. C'est ça la difficulté qu'il y a. Et tous nous ont dit, on est passionné par ce métier, on aime les gens, mais alors, qu'est-ce que c'est dur, on souffre, on est seul, on manque de formation et de soutien. Du coup, on a décidé d'agir. Avec tout ce qu'on avait entendu et récolté, on a mis au point, on s'est dit d'abord, on leur a proposé de faire des témoignages qu'on a publiés sur les réseaux, pour les faire comment? Ça les a valorisés. Ensuite, on a créé des webinaires mensuels, où ils pouvaient se retrouver de tous les territoires, de La Réunion, Polynésie, Edenie, Mayotte, Boyes et Futuna, et même Saint-Pierre-et-Miquelon dans la Terre australe. Ils ont partagé leurs expériences et créé des synergies. On a pris contact avec les universités de Rennes, Caen, Amiens, et on a commencé à réfléchir à la création d'un diplôme. Voilà, on a ensuite eu la chance d'être incubés chez Notre Lab, et c'est ainsi commence une belle histoire. On a plein de projets. Le premier projet qui est sur le point d'aboutir, c'est un diplôme de médecine isolée, interuniversitaire, avec des modules possibles en e-learning. Le deuxième, c'est un outil d'intelligence artificielle de santé mentale, d'évaluation de la santé mentale, qui est développé et qu'on voudrait leur déployer, leur offrir, pour qu'ils puissent s'auto-évaluer et évaluer leurs collègues, pour éviter le pire. Le troisième, ce sont des partenariats, de façon à ce qu'on puisse faire des échanges. Qu'un insulaire vienne se former 1 mois dans une université, qu'un universitaire a vivre la vie de Robinson Crusoe et de soignants du monde. Plein d'autres projets, évidemment, notamment la création d'une plateforme de médecine spécialisée, de consultation spécialisée pour les Outre-mer. Et tant d'autres, notamment le soutien de projets de ces soignants qui puissent assurer l'éducation
et la promotion de la prévention de la santé dans leur territoire. Voilà. Donc, aujourd'hui, eh bien, nous avons besoin de vous, comme camarades d'ailleurs, et sachons un DSM qui soit engagé et qui comprenne que, au-delà des chiffres, il y a des vies soignants qui soutiennent des territoires à bout de bras, de façon à ce qu'au bout du monde, chaque soignant ait sa place et chaque patient soit bien soigné. Merci, Papa Quentin. Merci. C'est bon. Alors, bonjour à tous, enchantée. Je suis Sia Jdila, consultante dans le domaine du luxe des professeurs aux grandes écoles. En 2010, à la fin de mon master, j'ai passé mon premier entretien pour intégrer un palace à Genève. Je me suis retrouvée dans un somptueux salon d'été haussmannien, avec les œuvres d'arbres mûrs, une lumière tamisée, les fauteuils en velours, un décor féerique mais intimidant. Pendant l'échange avec la DRH, un chef de rang m'a servi le thé. Et là, flottement. Quel thé choisir? Comment tenir ma tasse de thé? Comment lui répondre? J'avais l'impression que je ne parlais pas le même langage. Chez moi, le thé marocain se boit autrement. Je venais du banlieue d'Orléans et j'avais l'impression de parler un autre langage. Malgré mes expériences dans de grandes maisons parisiennes en alternance, j'ai compris ce jour-là qu'il me manquait l'essentiel. Ce savoir-être subtil, ces codes silencieux que personne ne l'allait transmettre. Et surtout, je me suis rappelé qu'à aucun moment pendant mon parcours scolaire, on ne m'avait parlé du luxe comme d'un secteur accessible. Et pire, à chaque fois que je parlais de cette ambition, on me renvoyait à mon adresse ou à mon manque de réseau. C'est de là qu'est née Banlieue Chic, la première association française qui ouvre les portes du luxe. Un engagement simple, transmettre les codes, ouvrir les portes et révéler des vocations partout où elles existent, dans les quartiers populaires, dans les zones rurales, là où les talents sont nombreux, mais les opportunités trop rares. Et pourtant, les besoins sont immenses. Selon le comité Colbert, il y a à peu près 20 000 postes vacants dans le secteur du luxe. Alors, des métiers comme par exemple la couture, la joaillerie, les laitiers d'art ou l'hôtellerie-restauration. Depuis 2019, Banlieue Chic propose un parcours sur mesure. Une bibliothèque des vocations en ligne avec près de 2 millions de vues cumulées. Des interventions au milieu scolaire ou encore des salons de l'emploi comme le mois dernier à Vitry, des territoires où les autres acteurs ne vont pas. Également un podcast et du mentorat personnalisé avec des professionnels du secteur. Un observatoire de l'inclusivité dans le luxe et également des ateliers immersifs avec de grandes maisons telles que Chanel ou encore Cartier ou encore récemment la privatisation de la Galerie Dior ou du musée Saint-Laurent pour créer du lien entre nos différents partenaires et profils. Alors, maintenant c'est là que j'ai besoin de vous. Comment aller plus loin grâce à vous aujourd'hui? Donc, plusieurs choses s'offrent à vous ce soir, 11 élus. Du don, du mécénat de compétences, du bénévolat. Mais j'ai profité de ce soir pour vous déployer en avant-première notre outil signature. Et justement, c'est l'occasion pour moi de vous présenter un outil qui nous permettra d'aller à la rencontre des territoires et de créer des vocations partout où c'est possible. Alors laissez-moi vous présenter
la malle chic. L'écrin est vocation du luxe. C'est ça, c'est le prix des bornes. Plus en détail ou pas. Et donc, qu'est-ce que cet outil? Cet outil, en fait, c'est bien plus qu'un objet. La malle chic, c'est une expérience multisensorielle, conçue pour aller à la rencontre des talents, où qu'ils soient. C'est un écrin nomade, fabriqué avec vos prêts et des artisans français. Et on trouvera à l'intérieur des matières à toucher, des objets liés au métier du luxe, également des sapeurs à reconnaître, des QR codes avec des interviews inspirantes, des fichiers métiers, des outils d'image et de posture, de savoir-être et de confiance, des outils que j'aurais aimé avoir lorsque je postulais auprès de maisons, et par exemple des vidéos comme savoir nouer une cravate. Elle sera déployée grâce à votre aide aujourd'hui dans des lycées, forums de l'emploi, maisons de quartier, partout en France. Partout, une vocation attend d'être révélée. Parce qu'il suffit parfois d'une tasse de thé ou d'un écrin comme celui-ci pour créer des vocations. Je vous remercie. Merci. Christophe? Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Salin, je suis entrepreneur, investisseur et désormais rentier. Mais je suis surtout un enfant de la pauvreté. Et rien, absolument rien ne me destine à réussir. Si je suis aujourd'hui devant vous, c'est grâce à toutes ces personnes qui, sans rien attendre autour, m'ont tendu la main au moment où j'en avais le plus besoin. Toutes ces personnes ont changé ma vie. Je ne l'oublierai jamais. C'est pourquoi j'ai créé la fondation privée Queer as You. Parce que je sais combien il est vital d'être soutenu quand on n'a pas eu les mêmes chances en la vie. Et si j'ai choisi d'aider les personnes LGBTQIA+, c'est parce que moi, homosexuel, je crois fermement que chaque individu mérite une chance équitable de s'épanouir socialement et professionnellement, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre. Chez Queer as You, notre mission est simple. Changer concrètement et directement des vies. Comme cette Anna, 58 ans, surendettée, pour qui nous avons effacé toutes les dettes. Ou encore cette Alain, ce jeune garçon transsexuel, au RSA, à qui on refusait une formation professionnelle. Nous avons financé sa formation, ainsi que son hébergement et ce trajet. Et aujourd'hui, il constante son avenir. C'est aussi celle de Carmo, Jean-Marc, Sophie, Aurélie, Calais, Théotime, Sébastien, et je pourrais en citer tant d'autres. Notre aide, ça n'est pas qu'une question d'argent. C'est une présence, une écoute sans jugement, un appui moral. C'est leur redonner confiance. C'est leur dire « vous n'êtes pas seul ». Dans une société rongée par l'individualisme et l'indifférence, qui ose porter attention à l'autre, tendre la main, se battre pour plus de solidarité. Moi, je crois qu'il n'y a pas de plus belle mission que celle d'aider les autres. Queer as You, c'est aussi la radio, notre chaîne de podcast qui met en lumière la pluralité des parcours LGBTQIA+, leur lutte, leur création, leur vécu. Avec ce média, nous affirmons haut et fort. Nous sommes fiers, nous sommes visibles, nous existons. Queer as You, c'est aussi le réseau, notre programme pour former entreprises, administrations et professionnels de santé à accueillir avec bienveillance et inclusivité les personnes LGBTQIA+. Parce que ce sont dans les administrations, les hôtels, les banques, les agences immobilières, les salles de sport et autres établissements recevant du public où ont lieu tant de violences silencieuses. Je suis persuadé que les LGBT-phobes naissent de l'ignorance et qu'il nous appartient à tous d'aller vers l'autre pour vivre ensemble avec nos différences. Parce que nous sommes tous concernés. Chacune, chacun ici connaît, aime ou est une personne LGBTQIA+. Alors oui, grâce à vous, des vies peuvent basculer du bon côté. Nous faire un don, c'est une étape franchie.
une solitude brisée, un avenir rendu possible. C'est changer concrètement et directement la vie d'une personne. Et ça, Yann ne le lira jamais. Merci. Donc c'est qui ça? Dédi? Ah oui. Bonjour tout le monde, je suis Dédi Jackson, entrepreneur dans le secteur de l'événementiel. Depuis toute petite, j'ai toujours su que je voulais exercer un travail qui a du sens plutôt que d'avoir des illusions dans un travail sans intérêt. Après plusieurs années d'études en médecine et en droit, et finalement dans le secteur de l'événementiel où je me suis épanouie et qui fusait à un compte. En 2019, m'est venue l'idée de mettre à profit mes compétences en événementiel pour low cost le tir d'hacker, l'entrepreneuriat féminin. J'avais posé le constat suivant: les femmes sont sous-représentées dans l'entrepreneuriat, et qui plus est, dans les secteurs dits masculinisés. Pourquoi? À cause d'un manque cruel de rôle modèle féminin conduisant à un manque d'audace. Les femmes n'osent pas. En effet, elles se caricatuent pour son entrée, attendent 10 ans d'expérience professionnelle avant de se lancer, contrairement à leurs homologues masculins qui ne sont que 22%. Et c'est pour ces raisons que Nickel entre en jeu pour justement apporter cette prise de conscience et mettre en avant ce point, car l'entrepreneuriat n'est pas une question de genre, mais une question d'ambition. Depuis 2022, Nickel, c'est un espace inclusif et solide pour toutes les porteuses de projets et entrepreneurs, justement de tous les secteurs d'activité, leur apportant le soutien, l'accompagnement et la visibilité, car elles le méritent toutes. Notre force, notre programme de mentorat sur mesure, notre contenu informatif, nos actions événementielles et la bienveillance au quotidien. Cette force, 98% de nos adhérentes en sont satisfaites et bénéficient d'une écoute attentive à leurs attentes. À titre d'exemple, Aurélie qui est arrivée aux prémices de son projet entrepreneurial et qui, après un mois d'accompagnement, a lancé sa fabrication de chaussures pour femmes aux pieds larges. À travers les années, Nickel s'est devenu une grande famille aux côtés de ces dizaines de partenaires à nos côtés, une grande famille prête à mener ses actions encore plus loin. En effet, aujourd'hui, nous sommes présents dans 4 autres régions en dehors de l'Île-de-France. C'est près de 50 adhérents et plus de 100 bénévoles engagés pour la cause. En mouvement constant, nos équipes interviennent dans près de 20 événements partenaires par an, sans compter nos événements en propre, rien que sur la région Île-de-France uniquement. Qu'il s'agisse d'un atelier juridique sur les conditions générales de vente, un atelier, une masterclass en ligne sur le personnel douanier ou encore une soirée networking sur les bienfaits de l'échec, faites votre choix. Les besoins se font ressentir sur le terrain et justement, nous avons besoin de vous tous ici présents pour aller encore plus loin dans nos actions et toucher un maximum de femmes sur le territoire français et à long terme à l'étranger. Nous avons besoin de votre courage, votre engagement et votre bienveillance. Et les bavettes au passage. Nous sommes tous notre propre réussite, donc autant la faire briller au grand jour. Alors, dès maintenant et ensemble, transformons notre quotidien, chacune et chacun à notre échelle. Merci à toutes et tous pour votre attention. Allez, pas. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Un après-midi, alors que je dansais face à un miroir, j'ai vu derrière moi 20 femmes en lutte pour guérir du cancer,
sourit. Ce reflet dans le miroir, ce moment suspendu m'a traversé tout entière. Et à cet instant, j'ai su que je leur consacrerais ma vie. Je suis Aude Nichon, il y a 12 ans, portée par ma passion de toujours, la danse, j'ai renoncé audacieusement à la profession de notaire pour fonder le projet associatif Elle Danse. Je suis née d'une famille où l'entraide et la solidarité sont des valeurs essentielles et j'ai grandi avec la conviction que nous pouvons transformer des vies en prenant soin des autres, par un geste, une attention, une présence. Elle Danse accompagne les hommes et les femmes touchés par le cancer avec la danse, cet outil puissant qui peut transformer des vies, qui permet de traverser l'épreuve tout en gardant l'espoir. Selon l'Institut national du cancer, en 2023, la France métropolitaine a enregistré plus de 433 000 nouveaux cas de cancer. Ce nombre a doublé depuis l'année 1990. D'ici 10 ans, le cancer devrait toucher plus de 50% de la population française. Avec Elle Danse, nous nous préparons dès aujourd'hui à répondre à cette demande des soins de support supplémentaires. Ces soins qui visent à améliorer la qualité de vie des patients pendant et après les traitements. La danse, adaptée aux besoins du patient pendant le parcours de soins, est le modèle unique et durable que nous avons créé. Avec lui, nous offrons d'abord des cours de danse adaptés à l'hôpital pendant les traitements. Ces cours collectifs directement donnés dans les établissements de soins permettent de renouer avec la joie, de soulager les douleurs et de maintenir le lien social. Aussi, nous offrons des spectacles de danse dits inclusifs, afin de remettre de la vie dans la vie après les traitements. Parce que l'après-cancer est un véritable défi pour la santé mentale, nous avons créé une troupe éphémère et inclusive qui réunit sur la scène des personnes touchées par la maladie et des danseurs expérimentés non malades. Et enfin, nous offrons de la danse au chevet des patients hospitalisés ou en soins palliatifs. Ici, nous apportons une présence artistique et humaine, avec des moments à la fois doux et intenses, pour accompagner et créer du lien au-delà des mots. Nos actions permettent d'accompagner chaque année les patients, leurs proches aidants et les soignants. 200 bénéficiaires réguliers en cours de danse adaptée, 2000 bénéficiaires directs et indirects pour la danse au chevet et des centaines de témoignages qui interviennent de soignants, de familles, de patients. Nous développons depuis 12 ans ce modèle unique et reproductible dans les structures associatives dédiées aux soins de support en cancérologie, dans les hôpitaux de la PHP et à Gustave Roussy, le premier centre européen de recherche et de soins des cancers. Notre objectif est de pérenniser et de déployer ce modèle parisien encore, puis de le déployer à plus grande échelle partout en France. Jusqu'à présent, nous avons fait beaucoup avec l'État. Et aujourd'hui, pour aller plus loin, nous recherchons un accompagnement sur le long terme. Votre soutien, votre engagement et votre courage nous permettront d'assurer plus de séances dans les établissements de santé, pour toucher un plus grand nombre de patients, de former les professionnels avec un diplôme universitaire, pour garantir la pérennité de notre démarche, et enfin, de créer des outils de mesure d'impact efficients pour sans cesse améliorer la qualité de nos actions. Je suis Aude Nichon pour Réponse et je vous remercie de votre attention. Merci Aude. Ao, Apoto. Bonsoir à tous. Moi, c'est Armand. J'ai grandi à Frontignan. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit, c'est au bord de la mer. C'est sous le soleil, mais c'est éloigné des grandes villes et de leurs opportunités. Pour mes camarades de classe, partir étudier à Montpellier, à 30 km de chez nous, c'était déjà partir trop loin. Moi, je l'ai fait. Résultat des courses, à la fin de la première année, j'avais 320 de moyenne. Bon. Le prof principal me convoque et me dit « Armand, sérieusement, pour l'année prochaine, il va falloir songer à quelque chose d'autre. » Là, il me présente des formations et je les découvre pour la première fois. À ce moment,
j'ai réalisé une chose fatidique. Tu peux perdre 1 an de ta vie juste parce que tu n'as pas eu la bonne info au bon moment. Le problème, c'est que je ne suis pas le seul dans ce cas. Chaque année, même encore en 2025, un étudiant sur 5 est insatisfait de ses choix d'orientation. Il est là, il doute. D'ailleurs, à partir de quand est-ce que penser à notre avenir, c'est devenu une source de stress? Ça devrait être un moment d'engouement, un moment joyeux, un moment merveilleux. Mais non, les étudiants, ils sont là, ils doutent, ils angoissent. Et nous, leurs proches, leur famille, leurs amis, on a rajouté une couche. On est là à côté d'eux, on leur demande constamment, tu feras quoi plus tard? Nous sommes là pour y répondre. Avec Romain qui est là-bas, on a créé l'association Tu feras comme plus tard. Depuis 2021, on agit pour accompagner des personnes les plus éloignées, dans les territoires les plus isolés, à construire leur avenir. On crée des podcasts, on donne la parole à des personnes qui viennent révéler leurs récits, raconter leur parcours de vie. Nous, ce qu'on cherche à faire avec ces podcasts, c'est ouvrir le champ des possibles. Et puis, surtout, on va dans le concret. On va dans l'accompagnement sur le terrain. On va accompagner des jeunes, parfois sur des congés scolaires, à rencontrer des personnes qui vont pouvoir les aider à construire leur avenir. Des dirigeants d'entreprise, des représentants d'institutions, des personnes qui sont engagées, qui vont pouvoir leur ouvrir les portes. Moi, chaque fois que je parle de Tu feras comme plus tard, les gens ont des étoiles dans les yeux. Ils me disent, mais est-ce que tu as rencontré cet entrepreneur, cette coach, cette responsable associative? Elle aussi, à son échelle, elle agit pour l'orientation professionnelle. Figurez-vous, ça, c'est un problème. C'est un problème parce que ça montre qu'on est isolé, on est éparpillé, on est disséminé. Qu'est-ce que c'est l'orientation? L'orientation, c'est permettre à un jeune, un citoyen, de savoir quelle place il veut prendre dans la société et comment est-ce qu'il veut contribuer à la société de demain. Face à un défi aussi grand, il faut qu'on soit unis, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on puisse mutualiser les ressources, les actions. C'est pour ça qu'on est plusieurs, on est une vingtaine à avoir lancé un collectif. On l'a appelé Orientation for Good. Et ensemble, on veut faire en sorte que l'orientation ne soit plus un luxe. On mutualise nos ressources, on agit ensemble, on fait en sorte de pouvoir accompagner sur nos territoires les personnes qui en ont plus besoin. Et dès 2026, on va s'adresser au sujet des stages en seconde, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses à construire là-dessus. Vous l'avez compris, ce soir, je ne vous propose pas de financer une énième solution d'orientation professionnelle. Bien au contraire. Je vous propose de faire part au mouvement, de participer à un élan, de venir nous rejoindre et faire en sorte que demain, le lieu de vie, le niveau de revenu, l'endroit où on a grandi ne vienne plus définir nos choix professionnels. Il faut savoir que tout ce que je vous ai présenté là, Tu feras comme plus tard, Orientation for Good, aujourd'hui, c'est porté par les bénévoles. Et je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous voulez vraiment placer l'avenir de vos enfants entre les mains de bénévoles? Merci beaucoup. Merci dans setting le comparaison. Je ne vais pas améliorer le discours. Bonsoir à tous. Bonsoir. 1 500 000 jeunes et 16 à 19 ans classés NEET. Alors, ce mot ne vous dit rien, c'est un acronyme en anglais qui veut dire Non-Educated, Non-Employed and Non-Trained. Pour les francophones, ni en études, ni en emploi et ni en formation. C'est 16% d'une génération qui vit en marge en France. 3 échecs, invisibles, oubliés, parce que venant des territoires, des quartiers prioritaires de la ville, sûrement la ruralité. Moi, je sais qu'on peut faire quelque chose. Je sais qu'un seul regard
peut changer des vies. Marie-Noël, ma maman qui est ici, assise avec vous, était promise à une vie dans les champs, dans un village reculé au Cameroun, que même au Cameroun, on ne sait pas où il est. Un seul regard de ces religieuses qui venaient dans son village découvrir, qui ont détecté en cette fille, sur disait d'être précoce, et qui ont convaincu mes grands-parents de ne pas l'envoyer au champ, mais plutôt à l'école. C'est cet héritage, mesdames et messieurs, ce soir, que je m'efforce de transmettre à mon association qui s'appelle Pulse à l'inclusion. Pulse à l'inclusion, c'est un programme en 3 bases. Découvrir. Se découvrir, c'est savoir qui on est. Qu'est-ce qu'on vaut dans la société? Qu'est-ce qu'on est capable de faire dans cette société? Comment on peut y contribuer? L'orientation, on oriente les jeunes dans les métiers en tension qui ne sont pas sexy et ouvrent la corde. La restauration, les services à la personne, l'industrie. Mais ce sont des métiers qui recrutent, qui sont concrets. On leur dit hors sol, moi je leur rends le concret. On les forme, on co-crée des formations avec des entreprises sous forme de POEC. Donc c'est des programmes de découverte d'un métier avec France Travail afin qu'ils aient accès directement à l'emploi et qu'ils y restent. Nous avons besoin de vous pour grandir ce modèle, et notre projet pilote en Essonne montre notre différence. Autour de nous, les élus, les associations, les institutions, les entreprises, pour créer un écosystème global et durable. Alors, pour cette entreprise, vous injectez beaucoup d'argent pour recruter. Je vous demande de donner une chance à ces jeunes de découvrir vos métiers et d'en faire des collaborateurs formés et engagés. Vous êtes des fondations, vous cherchez un impact social dans cette société. Sachez que chaque jeune qui est sur notre programme, c'est une vie qui repart. Les institutions, 1,5 million de jeunes. C'est des coûts énormes, c'est des milliards. Mais avec notre programme, on propose un modèle duplicable, mesurable et surtout humain. Je vous parle de moi parce que moi, je me sens mais vraiment reconnaissante de ce que j'ai reçu à travers ma mère. Vous, que faites-vous des chances que vous avez reçues? Quelle sera votre contribution dans cette chaîne est possible? Je m'appelle Thérèse Chartier, je suis la présidente de Pulse à l'inclusion et je vous demande de faire une rencontre qui change des vies. Merci. Merci Thérèse. Mélanie. Alors, ne vous inquiétez pas, je suis la dernière. Le cocktail arrive. Bonjour.
Je m'appelle Mélanie Bloch. Je suis enseignante en économie et gestion sur l'Académie de Paris depuis plus de 10 ans. Et éducation nationale. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous raconter ce qui m'est arrivé en mars 2022. Je suis devant mes élèves de terminale dans ma classe, et là, je banque. Face à moi, j'ai 35 élèves complètement avachis. Certains dorment, d'autres s'agitent. Enfin, ils me montrent tous un profond désintérêt, que ce n'est pas la première fois. Alors imaginez que c'est vous dans cette salle de classe, face à ces élèves qui finalement n'ont ni confiance en eux-mêmes, ni confiance dans l'avenir. Que feriez-vous? Alors moi j'arrête mon cours et je leur dis, mais vous n'aimeriez pas sortir des murs de la classe et partir tous ensemble quelques jours en voyage? Et là, des têtes se lèvent, des sourires se dessinent, et un grand gaillard me dit, on va vraiment le faire? Et voilà, c'est comme ça que l'association Hors les Murs a été fondée il y a 2 ans. Hors les Murs, c'est une solution pour lutter contre le désinvestissement en classe, contre un manque d'ambition dans l'orientation, contre un climat de classe parfois tendu, voire dégradé. Finalement, une perte de sens du métier qu'enseignant. Alors, quelle est cette solution? Les enseignants des filières technologiques et professionnelles choisissent sur une plateforme en ligne, en inclus, un projet dans le monde professionnel à vivre avec leur classe. Ces projets permettent de rencontrer des acteurs économiques, privés et publics dans différents domaines d'activité, lors de visites ou d'ateliers, soit à la demi-journée proche des établissements, soit de 1 à 5 jours dans un territoire de France. Comme par exemple le lycée Maurice Ravel. Ils sont partis une journée au Havre, découvrir la chaîne logistique portuaire et rencontrer des professionnels. Que nous dit-il au retour? Je me suis enrichie intellectuellement. J'ai découvert des nouveaux métiers. Cela m'a donné envie de m'ouvrir au monde. Et pour les enseignants, ces projets de sortie font aussi la différence pour nous. J'ai eu une super séance pédagogique de retour en classe. Parce que c'est ça, Hors les Murs. De la classe au monde, c'est l'expérience qui transforme. Notre solution, elle est innovante parce que c'est une pédagogie active et inclusive qui permet à chaque jeune de trouver sa place et qui libère la parole. Et ça marche. En 2024, 40 établissements ont adhéré à notre projet. 2300 élèves ont été accompagnés avec leurs enseignants. Et c'est plus de 100 organisations partenaires qui nous ont fait confiance pour animer et déployer ces projets. Alors, notre ambition à 3 ans, accompagner 5000 jeunes avec leurs enseignants et embarquer 100 organisations partenaires supplémentaires. Mais pour que l'aventure continue et pour réaliser cette ambition, on a besoin de votre soutien, vous, professionnels, sous différentes formes. Donc, mécénat financier, mécénat de compétences, créer des partenariats avec vous, du bénévolat. Ces jeunes, ils ont soif de vous rencontrer avec leurs enseignants. Alors, est-ce que vous serez à la hauteur de leurs attentes? Pour cela, rencontrons-nous. Faisons ensemble avec les enseignants pour que toutes ces petites victoires deviennent une grande victoire. La victoire d'une réussite éducative, d'une orientation ambitieuse, pour permettre à tous ces jeunes de réaliser toute leur potentialité. Merci.
Alors, ces rencontres, je vous avais promis qu'ils allaient venir nous voir, nous chahuter, nous stiller. J'espère vous inspirer. J'espère aussi que vous avez entendu le rappel, qui est financier, bien sûr. Rappelez-vous la question d'Armand, est-ce que vous voulez que vos enfants, vos jeunes adultes, soient orientés par des bénévoles? Mais c'est aussi du don de temps, de compétences, de la mise en relation, l'ouverture de vos réseaux. C'est de tout ça dont on parle et dit, c'est donner. En tout cas, on l'espère, pour faire avancer toutes ces causes. Et si on les apprécie tous? Je sais pas vous, mais j'ai senti un grand soulagement. Je vais laisser la parole à Filles, qui va conclure cette journée de salon. Surtout qu'ils ont soif, en fait. J'ai oublié tout à l'heure de vous dire, je vous reprends deux mon fille, c'est que vous m'avez gentiment présenté, mais je suis pas toute seule à m'occuper, Béatrice. Cela, je vais parler. Ils sont formidables. Hein. Ils sont formidables et ils méritent vraiment d'être aidés, d'être soutenus, parce que après l'incubateur, il y a la vie qui continue. Donc ils vont avoir besoin de gens qui vont les aimer chacun pour leur cause, celle qui vous touche le plus, et peut-être 2 ou 3 de ces causes. Avec ma femme, on avait repéré 5 sites de causes en fait. Et on a créé le financement là parce qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un était en dehors de ces causes, on disait non, on ne peut pas vous aider parce que sinon, on ne va pas y arriver. Et donc, n'hésitez pas à les soutenir par du temps, par de l'argent, bien sûr, et par l'attention en les recommandant et en ouvrant effectivement votre carnet d'adresse. Donc, on l'a dit, le programme, c'est un long travail, c'est l'équipe, donc j'aimerais appeler à mes côtés Olivia. Je me rappelle d'épouse, Carrie. La famille, c'est le premier soutien du Philanthrope, il faut le savoir. J'aimerais appeler Taos, qui est à la fois parmi les administrateurs du Philanthrope. Je vais appeler nos mécènes, la Société Générale, dans le cas. Je vais appeler également Béatrice. Également, on remercie les collaborateurs de la compagnie de Strasbourg qui soutiennent le Philanthrope, dont certains sont ici, parce que, je répète, ça n'est pas vraiment un projet d'entreprise, mais l'entreprise compagnie de Strasbourg est très impliquée là-dedans, et un de nos objectifs, c'est justement de faire qu'il y ait plus d'implication et d'interaction entre notre entreprise et le Philanthrope. Maintenant, on va appeler tous les diplômés à venir nous rejoindre.
Petite photo, on va remettre les diplômes. Vas-y, Chase, bridge Banaki. Voilà. Alors, do choice. Mariam. Agnès pour le coup d'œil. Aude pour Aidance. Parce que c'est pas la même autre, peut-être que j'ai dit, c'est pas la même autre que c'est. Ah, c'est pas la même. Voilà. Bravo. Siam pour Rôle de Chic. David Jackson pour Liquet. Thérèse. Il n'y a pas de vous. Armand pour Foufa Kokuta. Et Magali pour Soignant des îles. Vous êtes là, voilà, regardez tous par ici au milieu. Et bravo à de vous à vous tous. Je crois qu'il y a un cocktail qui s'est à côté. Alors, rendez-vous à côté. On voulait remercier Sandrine. Voilà. Sandrine, c'est notre maman. Merci à toi. Petit mot supplémentaire, très très court, et également vous remercier Sandrine parce qu'elle fait moi toute son implication et je te la remercie énormément. Un rapide mot juste pour vous dire à celles et ceux qui sont comme nous inspirés ce soir et qui portent des jeunes projets d'intérêt général, vous dire qu'on a relancé un appel à candidature jusqu'au 15 juin. N'hésitez pas à postuler pour bénéficier de ce programme exceptionnel. Et vous dire que nous, les propriétaires au Philanthropie Web, on adore accompagner les structures pour les aider à grandir, à monter en compétences, à monter en puissance. On a également un deuxième programme qui est dans l'accélérateur et on a une merveilleuse soirée de diplomation qui nous attend le 18 juin. Encore une soirée qui pitch pas sur mes ânes d'or parce que ça m'inspire. Et on espère qu'on sera encore nombreux à vous trouver à cette occasion. Donc encore un grand merci à tous. Qui est tellement... Dans la série Donner en meilleur, eh bien, il y a une journée spéciale du don du sang qui est ici. Je crois que c'est le 13 juin, c'est ça. Voilà, donc n'hésitez pas à venir donner le sang dans cette même salle. C'est important parce que ça sauve vraiment des vies aussi. Très bonne soirée.